Voilà. On démarre. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. On va s'intéresser ce soir au sommeil de l'enfant, sachant que les troubles du sommeil de l'enfant sont fréquents. Ils touchent à peu près 30 à 50% des enfants de moins de 6 ans. Mais la plupart de ces troubles sont d'origine environnementale ou de mode de vie. Donc, plus particulièrement, pourquoi s'intéresser aux troubles respiratoires obstructifs de l'enfant? D'une part, parce que les conséquences sur le développement de l'enfant sont majeures. D'autre part, parce que les traitements de ces pathologies ont montré leur efficacité depuis plusieurs années. Et enfin, parce qu'en matière de santé publique, on est clairement dans une prévention de l'apnée du sommeil de l'adulte, mais aussi dans une prévention d'autres pathologies, comme nous le verrons plus tard. Donc, comme leur nom l'indique, ces troubles obstructifs respiratoires de l'enfant mettent en jeu deux fonctions vitales et non plus une, pas seulement le sommeil, mais deux fonctions vitales, la respiration et le sommeil, la respiration étant la cause des troubles du sommeil dans le cadre de ces troubles respiratoires obstructifs. Donc, ces deux fonctions, sommeil et respiration, sont des fonctions vitales qui sont sous contrôle du cerveau primaire, cerveau reptilien, qui est garant de notre survie et qui gère de façon autonome l'ensemble des fonctions afférentes à cette survie, donc la respiration, bien sûr, le sommeil, bien sûr, mais aussi la digestion. Et vous verrez que ça a son importance sur les conséquences que l'on peut voir de ces troubles respiratoires obstructifs de l'enfant. Donc, sans entrer dans le détail, on va revenir très rapidement à ces deux fonctions de manière à ce que vous compreniez mieux l'implication et les conséquences que ça peut avoir sur le développement de l'enfant. Donc, tout d'abord, la respiration. La respiration, c'est une fonction vitale automatique, mais c'est aussi une fonction sur laquelle vous pouvez prendre le contrôle. Vous pouvez décider d'arrêter de respirer de façon volontaire pendant un certain temps, c'est ce qu'on appelle les apnées volontaires. Vous pouvez aussi volontairement ralentir votre rythme respiratoire. Ce sont ces techniques que l'on utilise, notamment dans la cohérence cardiaque, avec des effets non négligeables sur la santé, l'hypertension artérielle notamment. Anatomiquement, l'être humain est équipé de deux poumons, un poumon droit, un poumon gauche. Le poumon droit présente 3 lobes, le poumon gauche présente un petit peu moins de 3 lobes, car il a sacrifié une partie de son anatomie pour accueillir le cœur. Et cette proximité anatomique explique la faculté de synchronisation des rythmes respiratoires et cardiaques. Lorsque vous inspirez, le cœur accélère. Lorsque vous expirez, le cœur ralentit. Deux zones clés dans ce mécanisme, le cou et le cerveau. Au niveau du cou, vous pouvez trouver des récepteurs situés au niveau des artères carotidiennes, des chimiorécepteurs en charge de l'analyse chimique du sang et de son contenu en oxygène et en gaz carbonique, et des barorécepteurs qui vont être régulateurs de la pression artérielle. Ensuite, au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, nous trouvons aussi des chimiorécepteurs dits centraux qui sont très sensibles à ce qui se passe dans le milieu entourant le cerveau et qui réagissent très fortement aux variations d'oxygène et de gaz carbonique. Ces chimiorécepteurs vont transmettre l'information, centre respiratoire, vont être traités par le cerveau et acheminés au niveau des muscles respiratoires, donc vers le bas des poumons, lobe inférieur du poumon via les nerfs phréniques, partie médiane des poumons par les nerfs pneumogastriques, et la partie claviculaire des poumons, donc la partie haute des poumons, par les nerfs thoraciques. Et ces mouvements respiratoires seront plus rapides lorsque vous faites un effort et plus lents lorsque vous êtes au repos. Ils vont être perceptibles au niveau de la cage thoracique et au niveau de l'abdomen. D'où l'intérêt dans l'enregistrement du sommeil et dans les cas d'apnée de poser des capteurs à cet endroit, au niveau du thorax et de l'abdomen, car l'absence de ces mouvements thoraciques et abdominaux va permettre de qualifier l'apnée en apnée dite centrale, car consécutive à un défaut de transmission des influx nerveux du cerveau vers les muscles respiratoires. Nous y reviendrons un petit peu après.
La clé de ce mécanisme respiratoire, c'est le nez. La muqueuse nasale contrôle la qualité et le conditionnement de l'air inspiré. L'air inspiré arrive dans les sinus, qui sont un lieu de production de monoxyde d'azote et d'anticorps, des agents destinés à limiter les risques d'infection, d'allergie et de prolifération microbienne. Une des propriétés majeures de ce gaz est son effet vasodilatateur. Il permet notamment d'augmenter les échanges gazeux au niveau des poumons. Mais en plus, le monoxyde d'azote va avoir un rôle majeur de vasodilatation des vaisseaux du cortex cérébral lors de la phase de sommeil profond, rôle sur lequel nous reviendrons. Vous comprenez donc qu'en cas de pause respiratoire involontaire, la nécessité de garantir un niveau constant d'oxygène va entraîner un emballement cardiovasculaire, accélération du rythme cardiaque et augmentation de la pression artérielle. Lors de l'examen du sommeil, seront enregistrés le flux nasal, la saturation en oxygène et les mouvements respiratoires thoraciques et abdominaux. Parfois, nous retrouverons aussi un électrocardiogramme qui permettra de suivre l'évolution du rythme cardiaque au cours du sommeil. Donc, attardons-nous un petit peu sur le sommeil. Le corps humain n'a pas vraiment de fonction propre dédiée au sommeil. L'état naturel de l'être humain, c'est l'état de veille. Le sommeil, lui, n'intervient que grâce à un mécanisme de coupe-circuit de l'état de veille. Veille et sommeil sont sous contrôle du cerveau reptilien qui, pour assurer notre survie, ne dort que d'un œil. Donc alors, comment fonctionne ce coupe-circuit? Il s'enclenche grâce à deux mécanismes régulateurs. Le premier, c'est la régulation circadienne, l'alternance jour-nuit, qui se fait par le biais de l'air préoptique à la tombée du jour, éteignant la production de cortisol et activant la production de mélatonine. Ces deux courbes, d'ailleurs, sont inversement proportionnelles et à l'état normal, le corps ne produit pas de cortisol pendant la nuit. Le second mécanisme qui va contribuer à déconnecter l'état de veille, c'est la régulation homéostatique par le biais des neurones à sérotonine, qui sont témoins de la nécessité du vidange du verre de l'activité quand celui-ci est plein. Donc, quand vous avez vidé le réservoir d'essence et qu'il n'y a plus d'énergie, le verre de l'activité est plein, signe précurseur du sommeil. Donc, lorsque ces deux mécanismes se mettent en action, les premiers signes de sommeil apparaissent, les yeux qui piquent, les premiers bâillements, puis c'est l'endormissement et l'entrée dans le sommeil. À ce moment, toute perturbation réelle ou imaginaire, comme les cauchemars, va être perçue comme un danger par le cerveau reptilien qui, pour assurer la survie de l'individu, va appuyer sur le bouton « on » et réveiller le dormeur par un réflexe archaïque et primaire de survie. C'est d'ailleurs ce qui a garanti la survie de notre espèce à l'époque de l'homme des cavernes. Ainsi, la perturbation de l'équilibre oxygène-gaz carbonique peut être perçue comme une menace par le cerveau reptilien et générer des micro-réveils qui seront enregistrés au cours du sommeil de l'enfant amnésique. Différentes ondes cérébrales peuvent être enregistrées au cours du sommeil. L'état de veille, c'est le domaine des ondes cérébrales bêta, voire gamma, lorsque vous êtes en cours de processus créatif intense. Surviennent alors les premiers signes précurseurs du sommeil, comme on l'a dit, les yeux qui piquent, les premiers bâillements. Les ondes cérébrales vont ralentir. Une phase d'éveil calme se met en place. Domaine des ondes cérébrales alpha que l'on peut retrouver dans les états méditatifs ou les états de cohérence cardiaque. Puis vient l'entrée dans le sommeil lent, léger, domaine des ondes θ qui succèdent aux ondes alpha. À ce stade, le dormeur peut se réveiller assez aisément s'il y a un bruit anormal ou s'il y a un autre perturbateur. Ces ondes θ vont progressivement laisser place aux ondes lentes delta, signe d'un sommeil lent profond, pendant lequel le dormeur va être très difficile à réveiller. Puis nous assistons au retour des ondes bêta, caractéristiques de l'état de veille, mais aussi du sommeil dit paradoxal qui sera lui-même suivi d'une phase normale de micro-éveil bref avant réendormissement du dormeur.
Donc, ces micro-éveils ne sont pas à confondre avec les éveils déclenchés par le cerveau reptilien en cas de manque d'oxygène. Ces micro-éveils sont tout à fait normaux. Ils permettent au cerveau reptilien, qui ne dort que d'un œil, de passer en revue cette checklist. Température OK, faim OK, pas soif, pas besoin pipi, OK, je me rendors. Parfois, le pas besoin pipi n'est pas OK. Donc, le dormeur se lève, va faire un petit pipi et se rendort, rien que de très normal, de très physiologique. Chez l'enfant apnéique, l'enregistrement du sommeil va comprendre un électroencéphalogramme et un hypnogramme qui vont donc permettre de suivre le flux et la succession de ces ondes cérébrales et d'identifier les différents accidents de succession qui vont se produire au cours du sommeil. Donc, comment se construit notre nuit? Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes, 2 tiers de sommeil lent, 1 tiers de sommeil paradoxal, tout au moins au début de la nuit. Et notre nuit va se dérouler ainsi avec une succession de 3 à 5 cycles de sommeil, le dernier cycle se terminant non par un micro-éveil, mais par un éveil complet, car alors la checklist va clignoter, la température remonte par retour de la production de cortisol, vous avez un peu faim, un peu soif, le réservoir d'énergie est plein, le ménage cérébral est fait, le rangement mémoriel est effectué, donc vous pouvez vous réveiller. Plus la nuit avance et plus les phases de sommeil lent raccourcissent, notamment le sommeil lent profond qui tend à s'effacer. Et plus la nuit avance et plus les phases de sommeil paradoxal et micro-éveil s'allongent, aboutissant à l'éveil. De même, plus vous avancez en âge et plus les phases de sommeil lent raccourcissent, notamment le sommeil lent profond qui tend à disparaître. Et plus le temps de sommeil paradoxal augmente, et plus les micro-éveils sont perceptibles. Alors revenons à nos phases de sommeil. Le sommeil lent, c'est le domaine de la récupération physique. Le corps se trouve dans une atonie complète, la température corporelle s'abaisse, le rythme cardiaque ralentit, ainsi que la pression artérielle. Le corps se met en mode économie d'énergie afin de pouvoir reconstituer les ressources nécessaires à la période active de veille, donc la production de glycogène, production d'hormones de croissance. Gardez ça en mémoire, ça a un intérêt majeur dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Et lors de la phase de sommeil lent profond, donc la phase numéro 3, des zones delta, un nettoyage cérébral se met en place afin de libérer de l'espace et faire le ménage sur le disque dur. La découverte de ce mécanisme de machine à laver du cerveau est assez récente, elle date de 2013. Et donc, ce sont des équipes de chercheurs qui ont mis à jour ce mécanisme pendant le sommeil lent profond. Et là, nous retrouvons notre monoxyde d'azote, dont la production, nous l'avons vu, est régulée par la concentration en oxygène lors de la respiration nasale. Ce monoxyde d'azote va permettre une dilatation importante de l'ordre de 25% des vaisseaux du cortex cérébral. Le liquide céphalorachidien qui, à l'état normal, à l'état de veille, reste en surface du cortex cérébral, va alors pénétrer en profondeur dans le cortex cérébral et vont se succéder alors des vagues pulsatoires alternatives de sang, de liquide céphalorachidien, qui vont permettre d'évacuer vers les circuits veineux une part des déchets métaboliques produits par l'activité des neurones. C'est une forme de grand nettoyage cérébral, ces vagues de liquide céphalorachidien semblant éliminer ainsi progressivement les protéines inutiles et autres déchets de notre activité. Ces phases de sommeil lent profond, nous l'avons vu, tendent à disparaître avec l'avancée en âge, d'où les interrogations et les recherches actuelles sur un potentiel lien entre ce déficit de nettoyage cérébral et certaines maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Le sommeil paradoxal, quant à lui, il présente les mêmes ondes que l'état de veille et il est le domaine de la récupération psychique, de la mémorisation et le domaine du rêve ou des cauchemars. Cette phase de sommeil va consommer autant de glycogène que la phase d'éveil. C'est la phase dans laquelle nous retrouvons les mouvements oculaires du dormeur
Et d'ailleurs, lors de l'enregistrement du sommeil, ces derniers vont pouvoir être enregistrés de la même façon que les mouvements liés au tonus du menton. Donc là, je vous montre juste une petite vidéo très courte de ce qui se passe dans votre cerveau pendant la phase de sommeil lent profond. Si je la retrouve. Bref, comme vous l'avez compris, c'est une phase qui est quand même très, très importante. Donc, nous passons un tiers de notre vie à dormir. Est-ce que l'on peut considérer que c'est du temps perdu? En y regardant de plus près, vous l'aurez compris, non, ce n'est pas du temps perdu. Le sommeil lent va faire le plein d'essence, le sommeil lent profond va nettoyer le disque dur, et le sommeil paradoxal va faire le tri des émotions et le rangement dans les tiroirs de la mémoire. Donc, ces explications nous permettent de mieux comprendre l'impact des troubles respiratoires obstructifs du sommeil chez le jeune enfant, l'obstruction venant perturber la respiration qui va elle-même perturber le sommeil. Donc, ces troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l'enfant, vous allez pouvoir trouver deux dénominations dans la littérature. Lorsque la perturbation de la ventilation au cours du sommeil est par obstruction complète et intermittente, nous allons parler d'apnée obstructive du sommeil. Nous parlerons d'apnée hypopnée obstructive du sommeil lorsque l'obstruction est partielle et prolongée, avec donc présence d'hypopnée ou d'hypoventilation obstructive. Ce SAHOS est plus fréquent chez l'enfant que le SAOS. Et l'enfant va présenter des épisodes de désaturation et d'hypercapnie. Précisons quelques termes particuliers que vous trouverez dans la littérature. L'hypopnée est objectivée par une chute de 30% ou plus du flux respiratoire sur 2 cycles, suivie par une désaturation et ou un micro-réveil et ou un éveil. Lorsque la chute atteint ou dépasse 90% sur au moins 2 cycles, on va parler à ce moment-là d'apnée. Cette apnée est dite obstructive lorsque les mouvements respiratoires thoraciques dont nous avons parlé précédemment restent présents. Elle est dite centrale, nous l'avons déjà évoqué, lorsque ces mouvements sont absents sur une durée de 20 secondes ou plus ou sur 2 cycles, avec association de désaturation, micro-éveil ou réveil total. Alors, compte tenu de ce que nous connaissons de la respiration et du sommeil, les conséquences de ces TROS sont aisément objectivables. La perturbation à elle seule de la ventilation est à l'origine d'un manque d'oxygène qui va obliger le cœur à accélérer. La tension artérielle et la température corporelle vont augmenter. La production de monoxyde d'azote va être perturbée. Les conséquences sont une fatigue cardiovasculaire, une sudation excessive et des périodes d'hypoxie responsables de céphalée, d'une pâleur du visage et de la muqueuse palatine, de cernes et une altération du développement cognitif. Si cette perturbation de ventilation intervient au cours du sommeil lent, outre les micro-réveils et les parasomnies qu'elle va induire, le corps va aussi synthétiser moins de glycogène et moins d'hormones de croissance. D'où les cassures dans la courbe de croissance observées chez l'enfant apnéique. Si la perturbation intervient au cours du sommeil lent profond, le manque de monoxyde d'azote restreint la vasodilatation des vaisseaux du cortex cérébral et donc le nettoyage neuronal va être perturbé. Si les perturbations ventilatoires interviennent au cours du sommeil paradoxal, la mémorisation et la vidange émotionnelle vont, elles, être aussi perturbées. Donc, en conséquence, apparaissent des difficultés de concentration, de mémorisation, une altération des apprentissages, des troubles de l'humeur et des troubles du développement cognitif.
Donc, au final, l'enfant apnéique va se réveiller avec un réservoir d'énergie vide, un cerveau plein, saturé d'émotions et non disponible pour de nouveaux apprentissages. Ainsi, les symptômes de l'enfant apnéique sont une véritable liste à la Prévert. Les symptômes diurnes sont les céphalées, irritabilité au réveil, les yeux cernés, la pâleur du visage, une muqueuse palatine qui présente elle aussi une pâleur. L'enfant est grognon, dans la lune ou hyperactif. Il n'arrive pas à mémoriser plusieurs consignes données en même temps. Les symptômes nocturnes sont les ronflements, le bruxisme, l'agitation pendant le sommeil, l'hyperextension de la tête et du cou comme pour aller chercher de l'air. L'enfant développe des parasomnies, somniloquie, somnambulisme, énurésie. Il transpire beaucoup la nuit. Et les conséquences à long terme ne sont pas négligeables. Nous assistons chez ces enfants apnéiques à une cassure de la courbe de croissance, parfois à l'installation d'une obésité. La tension artérielle augmente et l'insuffisance cardiaque menace. Et enfin, le développement cognitif est altéré en lien avec la fragmentation du sommeil et l'hypoxie, sans parler du retard d'apprentissage qui risque de compromettre le parcours scolaire de ces enfants. Alors, ces troubles respiratoires obstructifs de l'enfant n'ont pas fait l'objet de nombreuses études et nous ne disposons que de peu de chiffres quant à l'étendue du nombre d'enfants touchés. Les données de la littérature font état de 6% d'enfants atteints, mais ce pourcentage est vraisemblablement sous-évalué. La recherche de Trost chez 1500 patients ayant consulté chez le docteur Bonheur a mis au jour un chiffre de 30% de SAOS. Et ce chiffre est à rapprocher des données enregistrées parmi les enfants ayant consulté au sein du service d'odontologie du CHU de Bordeaux, qui fait lui aussi état de 30% d'enfants atteints d'apnée obstructive du sommeil. Des facteurs de risque aggravants sont connus, tels que la présence d'un apnéique au sein de la famille qui multiplie par 3 le risque d'installation d'un SAOS chez l'enfant. Et parmi ces facteurs de risque, nous retrouvons aussi les atopies, comme l'asthme, l'environnement, le tabagisme passif, la prématurité, le reflux gastro-œsophagien pédiatrique, la déviation de la cloison nasale. Concernant l'obésité et les troubles du déficit de l'attention et l'hyperactivité, la question est la même que pour l'œuf et pour la poule. Ces deux pathologies sont considérées comme des facteurs de risque, mais l'obésité et les troubles de l'attention et l'hyperactivité sont aussi des conséquences de l'enfant apnéique. Donc, il y a sur ce terrain des sujets d'études potentiels à mener. Rappelons que la prévalence des enfants de 6 à 10 ans atteints de troubles de déficit de l'attention est évaluée, selon les études, entre 4 et 16% des enfants en France, selon un rapport de la Haute Autorité de Santé de 2015. Donc, les causes, l'origine de ce syndrome est à rechercher dans un rétrécissement des voies aériennes supérieures qui va être associé ou non à une atonie musculaire, associé ou non à une diminution des afférences respiratoires sensorielles. Et selon les différents types de combinaisons de ces causes, nous allons trouver 3 profils d'enfants. Le type 1, c'est Stand-Laurel. C'est l'enfant à retard staturo-pondéral avec hypertrophie des tissus lymphoïdes et hyperactivité. Ce type d'enfant va être plus facilement détecté avant l'âge de 10 ans, parce qu'il est très caractéristique. Le type 2, c'est plutôt Oliver Hardy. C'est un enfant en surpoids ou obèse avec ou sans hypertrophie des tissus lymphoïdes et souvent des états de somnolence. Et ce type d'enfant va être plus fréquemment détecté à partir de 10 ans. Pourquoi ? Parce que la détection de ces cas de type 2 est vraisemblablement retardée en lien avec une installation progressive de l'obésité. D'où l'importance de laisser clignoter des signaux d'alerte devant un jeune enfant en surpoids, apathique et sans autres signes cliniques apparents. Le type 3, pour sa part, est une catégorie particulière regroupant les enfants avec des anomalies crânio-faciales, des anomalies génétiques, neuromusculaires ou neurologiques type trisomie. Alors, la question qui se pose, c'est mécaniquement comment ce syndrome s'installe-t-il ?
Et là, je vais passer la parole à Pierre. Bonsoir à tous. Alors, il faut bien comprendre ce problème de obstruction. Il y a deux types d'apnées. Il y a les apnées obstructives, et c'est de ça qu'on va parler ce soir, et puis il y a les apnées centrales. Il faut bien comprendre le mécanisme de ces obstructions. Quand nous sommes debout et que physiologiquement nous respirons par le nez, l'air passe par notre nez, par derrière le voile du palais, derrière la langue, et la masse des poumons tire ce tuyau vers le bas. Le tuyau, il est bien tendu quand nous sommes debout. Donc, on a beau inspirer extrêmement violemment, on fait un effort terrible, jamais il va y avoir de collapsus. Et pourquoi il ne va pas y avoir de collapsus? Tout simplement parce que ce tuyau, il est tendu vers le bas, il est rigide. Photo, diapo. Le souci, c'est qu'on est complètement fou furieux, on dort allongé. On est fou furieux de dormir allongé parce que quand on est allongé, la masse des poumons ne tire plus du tout dans la bonne direction. Les poumons remontent, la distance de l'oropharynx, la longueur de l'oropharynx est beaucoup plus petite, le tuyau est beaucoup plus court, il est tout mou, et donc quand on inspire, on va avaler notre langue. C'est une apnée du sommeil. Donc, le tuyau va se collaber parce qu'il est tout mou et qu'on inspire. Diapo. Diapo. Alors, s'il y a un tout petit peu d'air qui passe, eh bien, ça se met à vibrer. C'est le ronflement. Alors, on a deux types de ronflement. On a le ronflement qui est lié à la langue qui vient vibrer ou le voile du palais. Donc, si vous voulez, on pourrait exactement comparer ça à un ballon de baudruche qui se dégonfle. Il se dégonfle, ça fait du bruit, c'est le ronflement. Si on essaye d'écarter les parois du ballon de baudruche alors que le tuyau est tout mou, ça va s'écraser. Et ça, c'est les apnées du sommeil. Ce ronflement, on le connaît tous, on l'a tous pratiqué quand on se prend un petit apéro le soir. Moi, j'aime bien mon petit apéro du soir, mais on est tous conscients que quand on prend notre petit apéro, on va jouer les trompettes pendant toute la nuit. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'alcool a un effet extrêmement délétère et il va endormir les muscles dilatateurs de l'oropharynx. Le tuyau devient beaucoup plus mou. Alors, le lendemain, on est fatigué, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Tout simplement parce qu'on a fait des apnées du sommeil. Ce n'est pas parce qu'on a fait un excès d'alcool, c'est qu'on a fait des apnées du sommeil avec ce relâchement des muscles de l'oropharynx. Diapo. À ceci, il faut rajouter ce qu'on appelle le fluid shift. Quand on est debout, la masse liquidienne va vers le bas du corps. Quand on est allongé, les liquides remontent vers le haut du corps. Et on voit à ce moment-là apparaître une augmentation de l'épaisseur des muqueuses, et notamment des muqueuses rhinopharyngées, quand on est allongé. On a tous fait l'expérience suivante, un rhume épouvantable, et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec ce rhume épouvantable, on étouffe. On s'est assis à ce moment-là dans son lit, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au bout de 2-3 minutes, on s'est rendu compte que les liquides, la ventilation nasale réapparaissait, tout simplement parce que les liquides descendent vers le bas du corps, et donc on retrouve une respiration nasale. Diapo. Un patient qui a un grand gosier comme ça, pas de souci, pépère, il peut prendre son apéro, super, il va pouvoir dormir. Diapo. Le patient suivant, évidemment, il a un tout petit isthme derrière la langue, il a un volume extrêmement réduit, et lui, il ne faut même pas qu'il regarde la bouteille d'apéro parce qu'il va ronfler toute la nuit. C'est épouvantable. Diapo. Tout ceci s'est expliqué par la loi de Poiseuille. La loi de Poiseuille qui dit la résistance à l'écoulement d'un fluide dans un tube est proportionnelle à 1 sur R4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on boit à travers une paille, si la paille est très large, on va boire très facilement. Si jamais la paille est très très fine, eh bien, on va faire un effort terrible. On va faire un effort terrible pour pouvoir faire passer le fluide. Donc, c'est exactement ça. Et c'est à partir de ça qu'on va essayer de comprendre comment se passe le mécanisme de la croissance de l'enfant. Et là, c'est là où on a tous autant qu'on est ce soir, on a un rôle fondamental parce que c'est en faisant grandir le tuyau
ventilatoire chez l'enfant qu'on va pouvoir prévenir le SAOS de l'adulte. Si l'adulte a une grande filière oropharyngée, eh bien à ce moment-là, il ne fera pas du tout de SAOS. Si jamais, pendant son enfance, il n'a pas fait développer le sens transversal de cette filière nasale, il a toutes les chances de devenir apnéique. Diapo. Comment ça se passe, la croissance des maxillaires? C'est très simple. On a 3 grandes phases, grosso modo, avant 2 ans. C'est les sutures les structures osseuses vont se développer, donc elles ont une structure propre. De 2 à 7 ans, c'est les sutures et le septum nasal qui vont se développer. Et la 3e phase, après 7 ans, ce n'est que du remodelage. Donc, il va falloir essayer de travailler très tôt. Diapo. On a tous vu un nourrisson dans son lit. Ça fait un boucan pas possible, un nourrisson qui est dans son lit. Il tète. Et vas-y que je te pousse le palais la langue vers le palais et ça tète, ça écarte le palais. Mais évidemment, nous sommes tous à savoir que le maxillaire supérieur, il inclut également la filière nasale. Donc, plus l'enfant va téter, plus il va avoir des forces d'expansion du sens transversal. Et donc, on va en pratique avoir 3 forces. On va avoir la langue qui écarte le maxillaire dans le sens transversal et la cloison nasale qui pousse vers le bas et qui a une croissance propre. Elle a une dimension déterminée génétiquement. Donc, il faut 3 phases, 3 forces pour pouvoir faire cette croissance du sens transversal et donc cette croissance des fosses nasales. Diapo. De temps en temps, le nez se bouche. Qu'est-ce qui se passe quand on a le nez bouché? Évidemment, on ne va pas respirer par les oreilles, on respire par la bouche. La langue descend dans la bouche. Bon, si le gamin il a le nez bouché 2-3 fois par an, c'est parfait. Il va pouvoir se vacciner, on parle beaucoup de vaccins, il va s'immuniser contre toutes les petites cochonneries qu'il a dans le nez, c'est la vaccination la plus naturelle qui soit. Mais par contre, si jamais l'enfant a plus de 2, 3, 4 fois un nez bouché dans son hiver, c'est une catastrophe parce qu'effectivement, à ce moment-là, la langue va être trop souvent en bas et le moteur même de la croissance est arrêté. La langue descend, on n'a plus du tout les forces qui font l'expansion palatine, on n'a plus que la cloison nasale qui pousse. Mais à elle seule, elle est incapable de faire grandir le sens transversal du palais. Et donc, on voit apparaître une déviation de la cloison nasale. L'étiologie de la déviation de la cloison nasale, c'est ça. C'est une langue qui est trop basse et qui est trop en bas dans la bouche. Elle ne peut pas faire à elle seule, cette cloison nasale, faire grandir le maxillaire. Diapo. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans la bouche, eh bien, on se retrouve avec un palais qui est trop petit. Les dents du haut sont à l'intérieur des dents du bas. Ça, c'est un nez bouché. Ça n'a rien de génétique. En fait, le couvercle est plus petit que la boîte. Le palais n'a pas grandi dans son sens transversal. Et quand on regarde les dents, alors je n'ai pas la flèche, mais la grande pelle du milieu, c'est la numéro 1, et la dent sur le côté, c'est la numéro 3 de lait. Et on se pose la question, est-ce que la 2 va pouvoir pousser? Elle va pousser. Alors, du côté droit du gamin, elle poussera peut-être, mais du côté gauche, c'est évident que la 2 ne pourra pas pousser. Tout ça, ça a des conséquences directes. Ça, c'est une respiration par la bouche. Diapo. Donc, il faut comprendre le mécanisme de cette ventilation buccale. L'enfant, pour une raison X ou Y, alors est-ce que c'est une otite, est-ce que c'est une angine, etc. Ça, c'est les toubibs qui pourraient nous dire, une allergie. L'enfant respire par la bouche, donc il met sa langue en bas. S'il met sa langue en bas, c'est qu'il ne la met pas en haut. Donc, il ne fait pas grandir son palais, donc le palais est étroit. Oui, mais si le palais est étroit, les fosses nasales sont étroites. Donc, si la tuyère nasale ventilatoire est trop étroite, l'enfant respire par la bouche et l'enfant s'enferme dans cette espèce de cycle totalement délétère et qui induit un petit palais, pas de place pour mettre les dents et évidemment une filière ventilatoire qui sera beaucoup trop petite pour ses besoins en oxygène. Diapo. Deuxième point, et ça c'est absolument fondamental, les enfants
qui ont une langue trop basse, parce qu'ils respirent par la bouche, eh bien, l'oropharynx derrière la zone rétro-basilinguale derrière la langue est trop petite, et donc les gamins dorment dans cette position-là. Ils basculent la tête en arrière. Pourquoi? Ben, on le sait tous, ça tend les muscles du plancher de la bouche, ça avance l'os hyoïde, ça avance la langue. L'air peut passer derrière la langue dans cette position-là. Si vous prenez l'enfant et vous essayez de redresser sa tête, à ce moment-là, la langue va reculer et il va étouffer, il va faire une apnée. Ça, c'est tout à fait caractéristique du SAOS, l'apnée obstructive de l'enfant. Alors, action, l'enfant bascule sa tête en arrière. Non, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Action, la langue est propulsée vers l'avant en avançant le hyoïde. Mais la réaction, l'enfant, pendant ce temps-là, va tirer sur son menton vers l'arrière, c'est la réaction, c'est l'autre côté des génio-hyoïdiens. Eh bien, les apophygénies, le menton est tiré vers l'arrière la nuit, pendant qu'il grandit, pendant l'activité des hormones de croissance. Quand l'enfant dort dans cette position-là pendant l'activité de ses hormones de croissance, il freine très fortement la croissance de sa mandibule. C'est l'origine des Bugs Bunny. On a l'impression que le gamin, il a les dents en avant, et pas du tout. C'est son menton qui n'a pas grandi. Et pourquoi son grand menton n'a pas grandi? Parce qu'il dort dans cette position-là. Et pourquoi est-ce qu'il dort dans cette position-là? Parce que c'est la seule position dans laquelle il peut ouvrir le tuyau pour ventiler. Diapo. Et donc, on se retrouve avec un deuxième cercle totalement délétère, c'est-à-dire une obstruction derrière la langue. Donc, le gamin penche sa tête en arrière pour avancer la langue, mais pas pour, il tire sur son menton vers l'arrière. Or, son menton, à ce moment-là, devrait grandir vers l'avant. Donc, la croissance mandibulaire est trop petite. Donc, la zone derrière la langue ne grandit pas, etc., etc. Diapo. Et donc, quand on tire, l'enfant, on demande aux enfants de tirer la langue, eh bien, on a beaucoup de mal à voir l'oropharynx. On a beaucoup de mal à voir la glotte, enfin l'épiglotte et tout le fond de l'oropharynx. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'est tout simple. 1, le palais n'a pas grandi. 2, la mandibule n'a pas grandi. Et pendant ce temps-là, la langue a grossi. Donc, on se retrouve avec une toute petite savate et puis un grand pied à mettre dedans. Ben, c'est évident que ça va être difficile pour ventiler. Alors, ça, c'est la classification de mal-empathie qu'utilisent les anesthésistes pour savoir si les patients vont être faciles à intuber. Ben, c'est vrai que nos ronfleurs et nos apnéiques, ils vont avoir des mal-empathies de grade élevé, des 3 ou des 4. Alors, vous comprenez bien que si la langue n'a pas sa place pour se mettre, eh ben, elle va comprimer les amygdales. Si les amygdales sont comprimées, ben, qu'est-ce que fait votre pied quand il est dans une chaussure trop petite? Il se met à gonfler. Les amygdales se mettent à gonfler. Et d'ailleurs, les ORL nous le disent, dès que tu fais grandir ton palais, dès que tu fais grandir ton menton, tu augmentes le volume de la boîte à langue, tu diminues la compression de la langue, et on voit très souvent les amygdales s'enchattonner. D'ailleurs, ça a été prouvé, on peut avoir une diminution jusqu'à 30% du volume des amygdales, rien qu'avec une disjonction palatine rapide. Alors, ça, ce sont les petits minots, mais un adulte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va faire comme les copains. Nous, les mecs, on prend notre petite bedaine, vous, les nanas, vous prenez ça ailleurs. Mais donc, la graisse, elle ne va pas se mettre que sur notre brioche ou sur vos hanches, mesdames. Eh bien, elle va se mettre partout dans l'organisme. Elle va se mettre sur les bras, elle va se mettre dans la langue, et la langue va se mettre à grossir. Dès qu'un patient se met à grossir, ben le rapport volume-langue, boîte à langue était catastrophique. Et à ce moment-là, les apnées apparaissent chez l'adulte. A contrario, un adulte qui perd 10% de son poids fait un tiers d'apnée en moins, ce qui est absolument gigantesque. Il ne faut surtout pas prendre de poids. Diapo. Alors, le diagnostic. Le diagnostic, François, je te laisse reprendre la parole. Ouais. Le diagnostic, en fait, il va requérir le positionnement de lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, ça va être toutes les personnes qui sont en contact avec ces enfants, avec ces jeunes enfants, donc les parents, bien évidemment, les assistantes maternelles au niveau des crèches,
les instituteurs, notamment à l'école maternelle où les enfants font encore la sieste, les médecins généralistes et pédiatres qui suivent ces jeunes enfants, les dentistes aussi, puisque maintenant l'assurance maladie a mis en place un examen de prévention dès l'âge de 3 ans, les kinésithérapeutes, tous les professionnels médicaux, paramédicaux qui sont en contact avec les jeunes enfants peuvent être potentiellement des lanceurs d'alerte. Et sur quels signes va-t-on se baser pour évoquer le problème d'une apnée du sommeil de l'enfant, obstructive du sommeil de l'enfant? À la maison, la présence de ronflement, l'enfant qui grince les dents, le sommeil agité avec un lit tout défait le matin, le fait que l'enfant transpire la nuit, qu'il se lève avec des cernes, qu'il soit de mauvaise humeur quand il se lève, qu'il soit agité ou somnolent dans la journée, hyperactif ou somnolent dans la journée. Et chez le plus jeune enfant, la présence de spasmes du sanglot doit pouvoir résonner dans l'esprit des parents en disant là, il y a un problème. À l'école, un enfant qui va être classé, dit hyperactif, ou qui ne peut pas se concentrer ou mémoriser, ou au contraire qui va être somnolent dans la journée, ça peut être un signe d'alerte au niveau des professionnels éducatifs pour commencer à ouvrir le dialogue avec les parents. Au cabinet médical et paramédical, on va se poser la question, dès lors qu'un enfant va faire des rhinopharyngites et des otites à répétition, Pierre vous a expliqué pourquoi. Le signe majeur que l'on va retrouver chez les apnéiques, ça va être la cassure de la courbe de croissance. Et on va aussi se poser la question du sommeil chez un enfant qui est asthmatique, un enfant en surpoids et un enfant qui ne tient pas en place pendant les consultations au cabinet médical. Par ailleurs, on va pouvoir aussi détecter dès la salle d'attente l'enfant qui va être respirateur buccal. Pour les dentistes, le paléogival, l'incompétence labiale, les disharmonies sévères dentomaxillaires et puis la pâleur des muqueuses, mais aussi, et Pierre vous en parlera un tout petit peu après, le trouble postural qui vous permet de détecter, ce sont des signes dès la salle d'attente. Donc, il y a des questionnaires qui ont été faits qui sont assez prédictifs en fait, de la présence d'une apnée du sommeil obstructive chez l'enfant. Donc, je vous en ai mis 2 là. Le Pediatric Sleep Questionnaire, donc, qui est le plus utilisé, et le questionnaire qui avait été élaboré dans le cadre du projet Isidore par nos amis bordelais, qui est à remplir par le professionnel de santé. Donc, il en existe d'autres, mais il existe en fait. Ces outils existent et il ne faut pas hésiter à se les approprier pour détecter précocement les enfants. Et donc ça, ce sont les lanceurs d'alerte. Et ensuite, comment on va objectiver la présence d'une apnée obstructive du sommeil? Eh bien, on n'a pas le choix. Le diagnostic, pour qualifier la gravité et le type d'apnée, va obligatoirement passer par un examen du sommeil chez le somnologue. Donc, cet examen chez le somnologue, eh bien, il va avoir deux rôles. D'une part, déterminer la sévérité du syndrome, et c'est selon cette sévérité qu'on va orienter l'enfant. Et ensuite, à la fin du traitement, il va permettre de mesurer l'impact du traitement. Alors, qui va être somnologue? Petite parenthèse, le somnologue va mettre en œuvre cet examen du sommeil, mais à l'heure actuelle, en France, il n'existe pas vraiment de spécialité de somnologie. Le plus souvent, ce sont des pneumologues qui sont formés à la prise en charge des apnées de l'adulte qui se chargent de ces enregistrements du sommeil. Mais il faut savoir que ces formations, c'est un DIU, un diplôme interuniversitaire, elles sont ouvertes aux médecins, bien sûr, mais aussi aux chirurgiens dentistes et aux pharmaciens. Il n'y a pas que les pneumologues qui peuvent prendre en charge ces enregistrements du sommeil. Et la Haute Autorité de Santé, dans son rapport de 2012, soulignait l'importance que ces examens du sommeil soient effectués par des professionnels compétents, mais sans préciser la qualification des professionnels en question. Donc, au niveau de l'examen du sommeil, on a 2 possibilités. La polygraphie ventilatoire ou la polysomnographie. Donc, ici, nous avons le tracé de la polygraphie ventilatoire.
Alors, ce tracé, il s'appuie sur 4 capteurs qui vont enregistrer la saturation d'oxygène, le flux nasal, les mouvements respiratoires thoraciques et abdominaux et la somme de ces mouvements respiratoires. Vous comprenez pourquoi maintenant qu'on a détaillé un peu cette fonction respiratoire. Donc, vous voyez que là, 4 capteurs, c'est un dispositif qui est assez léger et peu encombrant pour le jeune enfant. Mais dans ce cas, on n'a pas d'électroencéphalogramme, on n'a pas d'électrocardiogramme, on n'a pas d'hypnogramme et on n'a pas d'enregistrement de pouls. La deuxième possibilité, c'est la polysomnographie, qui est plus complète dans les éléments qu'elle va fournir au praticien. Mais le corollaire, c'est qu'il ne faut pas moins de 10 capteurs, incluant les mouvements oculaires, le tonus musculaire, l'électroencéphalogramme, l'hypnogramme. Et chez l'enfant, cette multiplication des facteurs peut être un frein dans le cadre de l'enregistrement du sommeil. Ce schéma vous montre les zones qui vont être utilisées et l'endroit où vont se poser les capteurs. Donc, vous imaginez bien, sachant que les enregistrements de polysomnographie peuvent se faire à la maison ou en milieu hospitalier. Donc, la polysomnographie, ça va être plutôt milieu hospitalier. Polygraphie simple, ça va être en ambulatoire. Alors, on sait par expérience qu'un enregistrement en milieu hospitalier va déjà perturber l'enfant parce qu'il ne dort pas dans sa chambre. Et on parle là de très, très jeunes enfants. Et parmi mes petits patients, j'en ai même un qui a, pendant la nuit, 4 fois arraché tous les capteurs qu'on lui avait posés, donc on n'a pas pu interpréter l'enregistrement. Donc, le choix du type d'enregistrement par le praticien doit donc se faire entre le confort de la maison, mais en récoltant moins de données, ou le dérangement en milieu hospitalier avec des données complètes sur le sommeil de l'enfant. La Haute Autorité de Santé, dans son rapport de 2012, même si la polysomnographie est l'examen de référence chez l'adulte, la Haute Autorité de Santé admet que la polygraphie simple est suffisante pour qualifier le syndrome chez l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on va déterminer? À quoi va servir cet examen? Il va servir à qualifier le syndrome en nombre d'apnées-hypopnées enregistrées par heure. S'il y en a moins d'une, le syndrome va être dit léger. S'il y en a entre 1 et 4, le syndrome va être dit modéré, et supérieur ou égal à 5, nous avons affaire à un syndrome sévère. Et cette donnée est importante en fait pour le critère de décision du parcours de soins de l'enfant qui va tenir compte donc de la typologie de l'enfant, type 1, type 2 ou type 3, de l'âge de l'enfant, de la présence ou non d'hypertrophie des tissus lymphoïdes et de la sévérité du syndrome, léger, modéré ou sévère. Ces 4 critères vont être importants pour décider du parcours de soins de l'enfant. Là, je m'arrête un instant sur le rôle des parents, parce qu'en fait, les parents ont un rôle majeur dans la prise en charge des enfants, notamment pour mettre en place les mesures nécessaires pour limiter les perturbateurs environnementaux du sommeil, donc la routine du coucher, la baisse de l'intensité lumineuse et sonore le soir, la limitation des écrans, la limitation à l'exposition à la lumière bleue, la température de la chambre, la routine du coucher avec en mémoire la fameuse loi des 10 ans, 10 heures de sommeil. Les parents vont aussi accompagner l'enfant dans les différentes étapes du traitement. On a affaire à des enfants très jeunes, donc ils ont besoin qu'on les rassure, qu'on leur explique, et ils ont besoin que les parents surveillent. Et c'est sur eux que va reposer le respect des rendez-vous, et ça, ce n'est pas un moindre mot, et le rythme de suivi qui va être établi par les différents professionnels de santé qui vont prendre en charge leur enfant. Donc, vous l'aurez compris, la prise en charge des enfants est un travail d'équipe. Le dépistage, comme nous l'avons vu, somnologue bien sûr, dentiste, orthophoniste, ORL, kinésithérapeute, mais aussi d'autres professionnels. Le diagnostic, ça va être l'enregistrement du sommeil qui va permettre de le poser, et le traitement va se faire en 3 temps. Le traitement va démarrer, si besoin, mais ce n'est pas toujours le cas, par la prise en charge ORL,
puis on va avoir l'orthopédie et enfin on va avoir la rééducation linguale et la confirmation des résultats se fera par un enregistrement de sommeil, enregistrement de contrôle. Le parcours de soins, les étapes vont pouvoir se faire en fonction de l'âge de l'enfant. Ce qui est adénoïdectomie, adénoamygdalectomie, tout cela peut se faire avant 3 ans. La rééducation myofonctionnelle, elle peut démarrer dès 3 ans et demi. Et l'intervention d'orthopédie, activateur mandibulaire, disjonction maxillaire peut démarrer dès 4 ans et demi. Et il est très important, compte tenu de ce que Pierre vient de vous dire sur la croissance des maxillaires, que la prise en charge chez l'enfant soit précoce, de manière à ce que l'orthopédiste puisse utiliser la période de plasticité maximale des sutures, c'est-à-dire au maximum, si possible avant 4 ans, mais entre 4 et 7 ans, c'est vraiment l'idéal, puisque c'est la période où le modelage est le plus efficace. Donc, l'examen clinique, on va avoir un examen ORL et un examen dentaire et postural. Et là, je repasse la parole à Pierre pour qu'il vous détaille ces deux diagnostics. Alors, oui, l'examen, on va commencer par l'examen ORL. L'examen ORL. L'examen ORL, il se fait avec le grade de Friedman, c'est-à-dire qu'on essaie de savoir quel est le volume des amygdales. C'est évident que c'est les amygdales qui se touchent, c'est assez obstructif. Diapo. Attends. Hop, je reprends la main. Donc, alors ça, c'est le musée des horreurs. Bon, on a tous vu ça. Diapo. Pour manger, il faut engrainer les dents exactement comme un engrenage dans un moulin. C'est-à-dire, on engraine les dents comme ceci. Chaque dent du haut vient s'emboîter entre 2 dents du bas, chaque dent du bas entre 2 dents du haut. Et on constate que quand l'enfant a une occlusion correcte, en général, la posture est tout à fait droite. La verticale de Barré est bien équilibrée. Après ça, on va voir 2 types de patients. Diapo. Ce qu'on appelle les classes 2, c'est-à-dire les micromandibulies. Alors, c'est-à-dire une mandibule qui est en arrière. Et chez ces mandibules qui sont en arrière, on va retrouver plutôt un corps qui est penché en avant. On a bien compris tout à l'heure que la position céphalique va avoir un effet énorme sur la section des voies aériennes supérieures, le volume de la zone rétro-basilinguale. Donc, ça, c'est indispensable de comprendre que plus l'enfant va être penché en avant, eh bien, plus il cherchera à ouvrir. Mais en général, c'est tout à fait associé à une petite mandibule. On décrit 2 types de patients, les patients hypotoniques, la division 1, en fait, la lèvre vient s'interposer entre les dents du haut et les dents du bas, et la division 2, la lèvre est très tonique et vient reculer, se coucher vers les dents du bas. Quand on a une antéversion, une tête penchée en avant, on a beaucoup de mal à gonfler ses poumons, augmenter le volume de ça. Je vais essayer de me lever, je ne sais pas si vous me voyez, on va avoir du mal à gonfler ses poumons parce qu'on est penché en avant. Donc, on va avoir tendance à faire beaucoup plus travailler le diaphragme, qui est une coupole donc, qui descend de très bas et qui remonte très très haut. Et on va essayer de faire monter et descendre ce diaphragme pour faire rentrer l'air au niveau du poumon. Donc, on va avoir au niveau de l'insertion du diaphragme une contraction, on va avoir un creux lombaire. Et les enfants ont ce creux lombaire très important. On a l'impression qu'ils ont une petite bedaine, ils n'ont pas du tout de petite bedaine, ils ne veulent surtout pas contracter leurs abdominaux, parce que s'ils contractent leurs abdominaux, ça les gêne pour respirer. Donc, si on a un creux lombaire, on a une antéversion du bassin, on a une antéversion du bassin, donc on a une rotation des membres inférieurs avec les genoux qui se rapprochent et les pieds qui sont plats. On a un génu-valgum. Les classes 2, les rétromandibulies, sont souvent des gens qui sont penchés en avant avec une antéversion du bassin, un génu-valgum et les pieds plats. C'est en général la position que nous utilisons, que nous adoptons, vis-à-vis des troubles respiratoires, nous les caucasiens. Diapo. À l'opposé de ces rétrognathies, il n'y a pas les prognathies, il y a les rétrognathies.
maxilli. En fait, c'est pas des mentons en galoche. Les mentons en galoche, s'il est relativement rare, c'est très souvent en fait des petits mentons qui n'ont pas grandi. Alors en fait, par rapport aux classes 2, ça c'est une langue qui était extrêmement basse. Et c'est la position qu'utilisent les Asiatiques. Ils ont, pour pouvoir faciliter le passage de l'air derrière la langue, ils propulsent la mandibule. Comme la langue est extrêmement basse, le palais ne grandit pas et on voit apparaître ce prognatisme. Et exactement à l'inverse de nous, ce sont des patients qui ont un dos très plat, une rétroversion du bassin, un génuvarum et un pied creux. Ce qui est marrant, c'est quand on discute avec les orthopédistes caucasiens, ils traitent 80% de génuvalgum et nous, on traite 80% de rétrognathie mandibulaire. Et dans le monde asiatique, c'est exactement l'inverse. Il y a 80% de prognate et il y a 80% de génuvarum et de dos plat. Donc, posture et occlusion dentaire sont en fait assez liées. Diapo. Alors, la symptomatologie buccale, elle est multiple. En fait, tous ces patients-là, en haut à gauche, oh, les jolies petites dents de lait qui sont bien toutes serrées, catastrophe, parce que quand on imagine la taille des dents définitives qui font pousser derrière, c'est des grandes pelles qui n'auront jamais la place pour se mettre. En denture lactéale, c'est un enfant qui a 20 dents de lait, il devrait y avoir 2 ou 3 mm, au moins 2 ou 3 mm entre chaque dent du haut au niveau du maxillaire. Là, cette langue, elle ne travaille pas du tout. La diapo du milieu, c'est la même chose, un palais très creux, très étroit. À cet âge-là, on devrait avoir des espaces partout. À droite, évidemment, c'est un palais très creux, très étroit qu'on en voit vraiment dans les Saos. Diapo. Alors, en haut à gauche, eh bien, on a une rétrognathie. En bas à gauche, une jolie béance. Il doit y avoir vraisemblablement un pouce, mais la langue, elle s'interpose complètement, mais elle ne, entre les dents du haut et les dents du bas, mais elle ne joue pas du tout son rôle de croissance du sens transversal. Et les deux diapos de droite, c'est la même chose. C'est des maxillaires qui n'ont pas grandi. Les étagères ne grandissent pas. Les étagères n'ont pas grandi, le maxillaire et la mandibule n'ont pas grandi. Donc, les bouquins qui sont sur les étagères, les dents, n'ont en général pas de place pour se mettre. Alors, ce qu'on faisait dans le temps, ah ben dame, tu n'as pas de place pour mettre tes dents, mon brave gars, eh bien, on va t'enlever 4 prémolaires. Alors, on arrivait à retrouver de la place pour aligner les dents, mais c'était une catastrophe parce qu'en fait, on réduisait d'autant le volume de la boîte à langue. Donc, on se rend compte maintenant que les patients qui ont eu des extractions de prémolaires étant gamins ont plus tendance à faire des Saos chez l'adulte. Diapo. Donc, le traitement, on va pas détailler le traitement aujourd'hui parce on a pris la décision de faire un développement ultérieur interdisciplinaire complet qui fait appel à toutes les disciplines. Juste au niveau de ce traitement, donc vous l'avez compris, c'est un travail d'équipe. Et il faut quand même préciser que ce travail orthopédique qui va être fait au niveau de la boîte à langue de l'enfant, tout chirurgien dentiste peut la prendre en charge. Et il ne faut pas obligatoirement être orthodontiste pour prendre en charge les enfants apnéiques. François, je me permets de t'interrompre parce que j'insiste sur le traitement parce que c'est une partie qui est très, très importante. Le traitement est extrêmement simple du point de vue dentaire. Il est extrêmement simple du point de vue dentaire et nous aborderons dans une prochaine conférence ce sujet-là. Et donc, voilà, pas besoin d'être orthodontiste qualifié pour prendre en charge ces enfants. Et l'efficacité des prises en charge, en fait, de l'efficacité des traitements n'est plus à démontrer. Donc, Pierre, je te laisse donner tes statistiques parce que ce sont tes statistiques de traitement. Alors, on a fait plus de 1500, sur les 1000 derniers 1500 patients, on a interrogé en observant le gamin, en regardant la bouche, j'en ai envoyé un tiers chez le somnologue et 97% des enfants qu'on envoyait chez le somnologue présentaient un SAOS avec un IH moyen de 5,3. Donc, ça veut dire que le gamin, il se réveillait plus de 5 fois par heure de sommeil. Il était souvent fatigué. Alors,
J'ai gardé sur tous ces enregistrements, j'ai gardé simplement 103 enfants sur lesquels on avait un examen complet, ORL, ODF, enfin orthodontique, orthopédique, orthophoniste, et puis avec tout un tas d'éléments radio, etc. Et à la sortie, juste à la sortie du traitement, ce qui dure en moyenne 9 mois, ça oscille entre 6 mois et 1 an, et les meilleurs résultats sont obtenus sur les enfants de 6 ans. On a sorti un article très récemment dans Sleep Medicine sur ce sujet-là. On en reparlera lors du traitement. À la sortie, l'index moyen est de 1,4. Or, la norme en dessous d'une apnée par heure, c'est considéré comme normal. Donc, on a un taux de réussite qui est en pratiquement 3/4 des patients. Pratiquement un enfant sur 5, on a des petits soucis, on a des échecs. Et si tu veux passer la diapo suivante, les échecs, eh bien, en général, les échecs sont liés aux enfants qui sont allergiques. C'est essentiellement ça. Alors, pourquoi ce sont les allergiques qui nous embêtent? Ben, tout simplement, les allergiques, ils ont tendance, nous, on va avoir tous, autant qu'on est les orthophonistes, les orthopédistes, etc., on va avoir tendance à faire grandir le tuyau osseux, mais si jamais la muqueuse nasale s'épaissit avec une allergie, eh bien, ce qu'on aura gagné au niveau osseux, on l'aura perdu complètement au niveau nasal. Donc, la première cause d'échec, ce sont les allergiques. Après ça, évidemment, il y a l'absence de coopération des enfants, l'absence de coopération des parents, comme disait François, c'est évident que c'est très important. Et puis sinon, on a des patients sur lesquels on n'est pas très très bon, sur les scores, sur les IH qui sont très très élevés. Sur les mélanodermes, on n'est pas très bon. Les mélanodermes sont des gens qui ont une macroglossie génétique, donc c'est difficile. Et sur les syndromes de classe 3, les formes de classe 3 avec les syndromes plurimalformatifs, en général, c'est difficile. On a parfois des bons résultats, mais c'est un peu plus compliqué. Diapo. Donc, comme Pierre l'a dit, la durée du parcours de soins, c'est entre 9 et 12 mois, entre le premier enregistrement du sommeil et l'enregistrement de contrôle. Les effets à court terme, l'amélioration du sommeil, bien évidemment, la reprise de la croissance staturo-pondérale, l'amélioration de la concentration et de la mémorisation, et un enfant qui va, somme toute, être assagi. À moyen terme, Pierre pourra le confirmer, peu ou pas de traitement orthodontique à l'adolescence, donc on fait l'économie d'un traitement d'orthodontie à l'adolescence, une amélioration des résultats scolaires et une amélioration globale du comportement de l'enfant. Et à long terme, comme Pierre l'a souligné, pas de récidive de l'apnée du sommeil à l'âge adulte, mais, ce qui n'est pas négligeable, une prévention dans des termes de cardiovasculaire, d'hypertension artérielle, de diabète de type 2, de dyslipidémie et des troubles de la croissance. Donc, des effets qui ne sont quand même pas négligeables du tout. Alors, pour constituer un réseau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la coordination pour une bonne efficience, de la proximité pour limiter les perdus de vue. Et dans la pratique, il faut essayer de fédérer des gens qui sont autour de vous. Donc, à minima, vous aurez besoin d'un somnologue qui peut être médecin, pharmacien ou dentiste, d'un ORL, d'un orthopédiste qui peut aussi être dentiste, et d'un rééducateur qui peut être kinésithérapeute ou orthophoniste. En résumé, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes compétentes de votre territoire, ou alors, si le cœur vous en dit, faites la démarche pour devenir cette personne compétente de votre territoire. Voilà, je vous rappelle que le DIU est ouvert très largement et pas seulement aux médecins, et que la partie orthopédique est tout à fait... elle peut être pratiquée dans un cabinet dentaire sans que ce soit un cabinet d'orthodontie.